Bonjour à tous et bienvenue dans La Vape et vous, votre rendez-vous top santé pour y voir plus clair dans le monde de la vape et du sevrage tabagique. Avec 220 morts par jour en France, le tabac tue encore énormément de fumeurs et même s'ils sont très au courant des risques qu'ils encourent quand ils fument, ça reste encore assez difficile d'arrêter. Jusqu'à l'invention de la vape il y a 10 ans maintenant, qui aide facilement les fumeurs à arrêter de fumer et qui est encadré désormais par la TPD, la directive des produits du tabac en Europe. Je reçois aujourd'hui deux invités avec lesquels on va pouvoir discuter de tout ça. Julien Didry, vice-président du département de la Meuse. Bonjour Julien. Et William Lovenstein, addictologue, habitué de notre plateau. Bonjour William. Bonjour. Vous allez bien tous les deux ? Très bien. Très bien. Bienvenue sur le plateau. On va commencer tout de suite avec toi Julien. Peut-on dire en France que la vape est soumise à un cadre législatif strict si on le compare aux autres pays d'Europe ? Disons qu'on est encadré effectivement par la déclinaison de la TPD. Chez nous, on ne fait pas partie des pays les plus durs en termes d'interdiction ou de contraintes par rapport à la vape. Il y a des pays comme la Belgique, c'est autre chose. Et par contre, à contrario, justement, il y a des pays comme l'Angleterre qui ont tout compris. Donc, on est encadré. Il ne faudrait surtout pas que ça aille plus loin. Sinon, ça pourrait être contre-productif et renvoyer les gens vers le tabac. On est donc strict, mais pas trop. On est strict, mais pas trop. Je me souviens, je suis un fervent défenseur de la vape depuis des années. Quand la TPD est arrivée, donc on a essayé un petit peu de réagir, pour voir un petit peu ne pas tomber dans une interdiction majeure. Mais finalement, ça va encore. Mais c'est limite, quoi. Il ne faudrait surtout pas aller plus loin, ça serait vraiment contre-productif pour l'arrêt du tabac et comme tu l'as dit, les 75 000 morts par an. William, on en a déjà discuté ensemble de nombreuses fois, je vais quand même te reposer la question parce que c'est important. Selon toi, est-ce que la cigarette électronique est la solution la plus efficace pour arrêter de fumer à ce jour ? Clairement, à ce jour, la réponse est oui. On a des études, on a des suivis, on a des confirmations. Donc, pour arrêter de fumer, pour faire ce sevrage d'un tabac qui tue, parce qu'il est avec combustion, c'est fumer tue, à chaque fois, tu vois, le tabac. Lutte contre le tabagisme, en France, je rêve que ça s'appelle la lutte contre la combustion. Donc, le passage de la combustion à la vape, mais c'est le meilleur sevrage qui soit à l'heure actuelle. Avec en plus quelque chose d'assez fabuleux. Quand on entend le mot sevrage, c'est un peu au sevrage, au désespoir, un truc. Non, c'est un cadeau de vapoter. Il y a du plaisir. Donc là, on a un traitement d'une réelle efficacité et qui tient dans la durée parce qu'il apporte du plaisir. Oui, politiquement, il faut encadrer, sûrement. Mais alors, il faut quand même éclairer, d'où la question, je pense, dont on débattra sur les experts et les décisions actuelles. J'adhère complètement à vos propos, docteur, parce que moi je suis un fumeur, ancien fumeur, 35 ans de tabac, de tabagie, plusieurs fois essayé d'arrêter, avec des patchs, des trucs comme ça. Mais la vape, elle permettait quelque part de compenser par le geste, par la vapeur, et donc ça changeait tout. Donc c'est vraiment ça, quoi. Et 35 ans de tabac, moi j'ai fait une radio pulmonaire 5 ans après avoir arrêté de fumer, ça va mieux, mais il reste encore des choses. Donc on a plutôt intérêt très rapidement à faire arrêter un maximum de personnes de fumer, quoi. Alors justement, on a l'impression que la vape, c'est pas une impression, c'est vraiment un très bon moyen de sevrage qui n'a tué de personne en 15 ans. Comment on explique du coup que cette vape soit encadrée dans un cadre législatif qui est quasiment le même que celui du tabac? Comme d'habitude, c'est multifactoriel. Je laisserai à mon digne voisin l'analyse politique. Mais l'analyse, on va dire, de santé publique, elle doit d'abord être considérée en France, où, depuis 1985 et le scandale du sang contaminé, il y a ce principe de précaution. C'est-à-dire une sorte de fonctionnalisation, tu vois, prudente, de l'innovation. Si on n'a pas 20 ans, 30 ans de recul, on ne décide pas de quelque chose, tu vois. Mais ce qui est complètement fou dans l'histoire du tabac, parce qu'encore une fois, on en discutait tout à l'heure, le problème n'est pas de choisir entre le noir et le blanc et de prendre aucun risque.
Dans le principe de précaution, c'est qu'on a une certitude, 220 morts par an, 75 par mois, dû à la... tu vois, 220 morts par jour, tellement ça semble fou, 75 000 par an. Là, est-ce qu'il y a un choix? C'est-à-dire, on pense que la vape peut tuer plus de gens. On a des études là-dessus. 95% de réduction des risques. Donc, le principe de précaution s'inverse complètement, même s'il a été inscrit dans notre loi, en disant, attendez, là, on est à non-assistance à fumeurs en danger. C'est très étrange. Julien, une réaction? Oui, c'est vraiment compliqué. Comme l'a dit le docteur, c'est multifactoriel, quoi. Parce que bon, le principe de précaution, il est inscrit dans la Constitution française. Au niveau européen, il y a des réactions qui sont identiques et pourtant, il n'y a pas le principe de précaution. Donc, il doit y avoir des pays européens qui sont dans cette logique de principe de précaution qui n'a vraiment pas que des bonnes choses, hein. Honnêtement, on peut en parler dans plein de domaines. Après, est-ce qu'il y a une question culturelle, éventuellement? Peut-être. Et puis après, il y a aussi une question de lobby. Ne nous le cachons pas, en fonction des pays, je veux dire, il y a une pression des lobbies du tabac, ou, notamment en Europe, même aux USA. Donc je veux dire, il y a les lobbies, tu sais, l'ennemi qu'on désigne assez facilement. Mais il y a quelque chose que je retrouve par rapport à des combats très anciens, quand nous avions amené les traitements par méthadone en France. C'est-à-dire que les principaux opposés étaient, entre guillemets, les experts de l'époque. C'est-à-dire que tu avais là aussi une politique de sevrage brutale sur l'héroïnomanie qui ne marchait pas, hein. C'était une catastrophe absolue. Tu avais même du marché noir sur le néocodion, la codéine, etc. Et les gens disaient, il faut laisser ça parce que ça peut aider. Mais ils ne voulaient pas d'un traitement de substitution officiel. Et c'était le corps lui-même des experts au sens médicaux. Alors médicaux, je dirais psychosociaux peut-être, et plus parapsychos que médicaux d'ailleurs, qui vraiment ont limité la conviction des politiques pendant longtemps. Et une fois que les politiques ont compris que tout ça était une sorte... que substitution rimait pour la méthadone avec risque pour leurs institutions. Et je retrouve un peu ça pour le tabac fumé et la vape. C'est-à-dire que la lutte contre le tabagisme, les plans nationaux, tu te souviens, de réduction du tabagisme au début, de lutte du tabagisme au tout début, ça brasse du monde. Ce sont des postes, ce sont des croyances, c'est quasiment une fondation, une institution. Quand tu dois basculer tout ça, il y a forcément, tu fais sécréter des anticorps et tu retrouves les ayatollahs d'un sevrage absolu en disant il n'y a que ça qui marche. Et en France, tu sais bien qu'on est, mais sous la tyrannie de l'idéal, qu'on ne s'applique jamais à soi-même. C'est pas genre, si tu dis la vape, 95% de réduction des risques, tout le monde va t'interroger sur les 5% de risques. Tu ne vas pas intéresser les 95% de réussite. Les trains qui n'arrivent pas à l'heure, etc., etc. Quoique avec la SNCF, c'est une autre histoire, on ne va pas rentrer dans le débat. Mais il y a ça aussi dans notre culture, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de fonctionnalisation des stratégies qui ne marchent pas. D'accord, la question, elle était aussi au-delà de la France. Je suis d'accord sur la France. Est-ce que c'est le même sujet, cette même culture, on va dire, au niveau européen, et si on va encore plus loin, aux USA et compagnie? Je ne suis pas persuadé. Je pense que les lobbies ou les intentions sont différentes en fonction... C'est vrai que j'étais un peu franco-français là. Oui, tout à fait. Merci à tous les deux pour ces réponses. Juste, le Parlement a récemment décrété la vape comme un moyen de sevrage tabagique efficace. On l'a vu très récemment. Est-ce que ça annonce un assouplissement de la législation, selon toi, Julien? C'est une question très, très compliquée. Moi, j'ose l'espérer, mais moi, je ne pense pas que ça assure un assouplissement immédiat. De toute façon, je veux dire, ce travail parlementaire sur le sujet, il va prendre, à mon avis, quelques mois, si tout va bien, ou quelques années. Ça peut être, c'est déjà un effet positif, enfin, en tout cas, c'est un signe positif, mais j'ai aucune garantie sur le fait que ça va évoluer très rapidement. Okay. Merci à toi, Julien. On va passer maintenant à un petit tour d'horizon du cadre législatif de la vape dans le monde et en Europe aussi particulièrement.
C'est tout de suite dans La Vape et vous. Si elle est largement encadrée par la loi dans le monde, le traitement réservé à la cigarette électronique varie beaucoup d'un pays à l'autre. En Europe, elle est régie par la TPD, la directive des produits du tabac. Ces textes fixent entre autres le taux de nicotine maximum des flacons de e-liquide à 20 mg par millilitre, leur contenance à 10 ml et l'interdiction de promotion de la vape. Certains pays, comme l'Italie, le Portugal et l'Allemagne, ont quant à eux choisi de taxer la vape de leur propre chef, sans que cela ne soit recommandé par la TPD. Au Canada et en Chine, les arômes sont en passe d'être supprimés, n'autorisant uniquement que les arômes de tabac et de menthe. Mais c'est en Asie que les lois les plus drastiques sont appliquées, avec une interdiction de vaper pure et simple dans certains pays, qui, en plus de lourdes amendes, prévoient même des peines de prison. Néanmoins, certains gouvernements, comme celui du Royaume-Uni, sont favorables à son utilisation, la considérant comme un outil de sevrage tabagique efficace. La cigarette électronique est donc encadrée de façon très différente d'un pays à l'autre et il ne semble pas exister à ce jour de consensus législatif. Alors on a vu qu'il y a de grandes disparités dans le traitement qui est réservé à la vape dans différents pays dans le monde et notamment en Europe. Quand on voit l'exemple de la Grande-Bretagne qui est souvent cité comme le bon élève, comment on explique cette différence de traitement d'un même produit à travers différents pays comme ça ? Pour moi, c'est vraiment, si tu veux, le pragmatisme anglo-saxon typique qu'on a connu dans d'autres domaines, tu vois, et l'absence à la fois de morale dans les questions de santé publique. La morale, c'est d'être efficace. Tu n'as pas cet arrière-plan moral qu'on a connu là aussi avec les traitements de substitution. On était des dealers en blouse blanche et on donnait de la drogue aux drogués. Au bout du compte, avec les traitements de substitution, on a sauvé des dizaines de milliers de vies, quoi. Mais la morale l'emportait. C'est ce que j'appelle la morale immorale. Donc notre ami politique peut peut-être comprendre ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un affichage. C'est de l'hygiénisme un petit peu selon toi ? Écoute, c'est pire que ça pour moi. C'est de la fausse religion ou une mauvaise religion. C'est dogmatique carrément. Ouais, exactement. On va dire, tous les dogmes peuvent être considérés à condition qu'ils ne soient pas envahissants, tu vois, et entraînent des catastrophes sanitaires. Et c'est notre problème dans un certain nombre de domaines. La pire des addictions, pour ne pas dire la pire des toxicomanies, c'est celle des idées reçues. Et d'un point de vue médiatique, quel boulot vous avez, tu vois, pour bouger ça, quoi. Hein, le truc, la vape, on a commencé avec cigarette électronique, tu vois, ou ici, cigarette électronique, tu vois, c'est comme la lutte contre le tabac. Non, la lutte contre la combustion. Mais tu vois, ces batailles sémantiques sont d'une difficulté dans un monde où l'immédiateté, le noir et le blanc l'emportent sur la discussion entre le gris et le gris, quoi. Ouais. Non, mais que rajouter derrière ce que vient dire le docteur ? Il a vraiment tout résumé. Encore une fois, si, non, mais là c'est clair. Encore une fois, mais c'est quand même aussi une culture très française. Moi, la question que je me pose, c'est les décisions qui sont encore plus extrêmes dans certains pays. Est-ce qu'elles sont vraiment liées aux mêmes raisons ou pas ? Là, le lobbying que tu évoquais tout à l'heure, à mon avis, doit avoir un rôle assez important, de même que les actions dans certaines sociétés. Merci à tous les deux, en tout cas, pour ces réactions. Comme vous l'avez vu, la vape est traitée relativement différemment d'un pays à l'autre. En France, on a encore un petit peu de chance, mais il y a pas mal de travail. On se retrouve très vite sur La Vape et vous et Top Santé TV. Merci à tous, très bonne journée.